Bonjour à tous, je m'appelle Blandine Carré. Et moi, c'est Amandine Toutain. Nous sommes toutes les deux conseillères bâtiment chez Littoral Normand. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter un webinaire sur l'adaptation de vos stabulations au stress thermique. Donc on va commencer par regarder un petit peu qu'est-ce que le stress thermique, qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, on va vous montrer un plan d'action pour limiter l'impact du stress thermique dans vos stabulations pour finir sur notre proposition d'accompagnement. Donc, pour contextualiser un petit peu, qu'est-ce que le stress thermique? Donc, les bovins, ils craignent plus le chaud que le froid. Leur plage de thermoneutralité, elle est située entre 2 et 15 degrés. Donc au-delà, en fait, ils sont obligés de s'adapter au plus qu'ils s'éloignent de cette plage. Et il faut savoir qu'une vache, elle craint peu le froid. Donc bien nourrie en faisant de l'exercice, elle peut s'adapter à des températures très basses, de l'ordre de moins 10 degrés. Et à contrario, à partir de 22 degrés, elles n'arrivent plus à évacuer leur surplus de chaleur. Et donc leur température corporelle, elle augmente à mesure que le niveau de stress augmente également. Concernant les variables climatiques qui influent sur le stress thermique, il y en a 4. Donc, on a vu la température. Il y a également l'hygrométrie. Donc, au plus elle est élevée, plus l'animal est sensible à la chaleur. Il y a également le rayonnement. Donc, plus il augmente, plus la température ressentie est élevée. Et la vitesse d'air, elle, à contrario, permet d'atténuer la température ressentie de l'animal. Le stress thermique, il a plusieurs impacts sur l'animal, donc notamment au niveau de ses performances zootechniques, son comportement ou encore sa physiologie. On peut citer donc la réduction de l'activité, l'augmentation passée en position debout, ou encore la baisse d'ingestion de rumination, et également une baisse de production ou des altérations des performances de reproduction. Le stress thermique, comment peut-on le mesurer? Donc on utilise un index qui s'appelle le THI, donc c'est un index qui croise à la fois la température et l'humidité. Donc le seuil de passage en stress thermique, il s'élève à 68, donc vous pouvez le voir sur la BAC qui est à l'écran, donc c'est la ligne jaune. Et donc plus le THI est élevé, plus le stress est important. Et donc pour illustrer cette grille, dès une température de 22 degrés et un taux d'humidité de 50%, le seuil de stress thermique, il est déjà atteint. Et au vu des projections climatiques, la fréquence et l'intensité du stress thermique, elle va être de plus en plus importante, y compris en Normandie. Et c'est pourquoi il est important d'adapter ces bâtiments pour assurer un bon confort des animaux. Donc maintenant, on va voir quel est le plan d'action et les solutions pour limiter le stress thermique dans votre stabulation. Donc comme l'a dit Amandine, les vaches en stress thermique passent plus de temps debout. Donc pour limiter ce temps d'inconfort, il va falloir avoir des logements bien adaptés aux animaux. Donc ça va passer par le dimensionnement et le réglage des logettes. Donc avoir des logettes adaptées au gabarit des animaux qui ont évolué. Dimensionner et aussi les aires paillées, donc avoir suffisamment de place par animal, ne pas avoir de surcharge dans les bâtiments. Donc à chaque fois, vous allez voir à l'écran des pouces orange vers le bas quand c'est ce qu'il ne faut pas faire et des pouces verts vers le haut quand c'est ce qu'il faut faire. Donc 1 heure de repos en moins, ça se traduit par exemple par 2 kg de lait en moins par vache. Donc ici, on vous présente le plan d'action avec les 7 étapes à vérifier pour limiter le stress thermique. Donc ça va passer par vérifier les conditions d'abreuvement, mettre à disposition des aliments appétants, offrir de l'ombre aux animaux, donc que ce soit en pâture ou alors avoir des bâtiments bien adaptés pour les animaux qui ne pâturent pas, réduire le rayonnement direct et indirect, améliorer la ventilation naturelle, installer une ventilation mécanique, et enfin installer de la brumisation et ou du douchage. Donc concernant le premier point, donc sur les conditions d'abreuvement, le repère qu'il faut avoir en tête, c'est 10 cm linéaires d'abreuvement effectif par vache laitière. Donc c'est assez facile à calculer. Pour un troupeau, par exemple 80 vaches laitières, il faut 8 mètres linéaires d'abreuvoir. Donc ces abreuvoirs, ils doivent être répartis de façon homogène dans le bâtiment. Au niveau de l'accessibilité, il faut penser à avoir des couloirs qui soient suffisamment larges. Donc avec un abreuvoir, on vise une largeur de 4 mètres minimum. Le débit de l'eau doit être de 15 à 20 litres par minute idéalement pour pouvoir en fait assurer que lorsque toutes les vaches viennent boire en même temps, il y ait suffisamment d'eau. Donc ça arrive de façon ponctuelle, notamment après un gros repas ou la traite, où c'est là où la vache consomme 30 à 40% de son eau quotidienne. Également, donc pensez à réaliser un nettoyage quotidien des abreuvoirs.
Sur le deuxième point, donc, il est important de mettre à disposition des aliments appétants aux animaux. Lors de stress thermique, donc les vaches, en fait, elles diminuent fortement leur ingestion. Donc là, il peut être intéressant d'aller sur ces périodes-là densifier la ration. Il faut également éviter d'avoir le fourrage qui soit en plein rayonnement, donc que ce soit à l'auge ou au silo. Donc plutôt privilégier des silos qui soient ouverts au nord ou à l'est sur des façades où ça rayonne pas trop. Avoir un avancement du silo qui soit compris entre 20 et 40 cm par jour en été. Et parfois aussi, ça peut être de distribuer ces fourrages plutôt en période un peu plus fraîche, donc soit tôt le matin ou tard le soir. Donc sur cette partie-là, faut pas hésiter à se rapprocher de votre conseiller d'élevage qui pourra vous conseiller au mieux là-dessus. Le troisième point, donc, c'est offrir de l'ombre en pâture, donc pour les animaux qui sortent, bien évidemment. Donc là, ici, il est important d'avoir une bonne répartition des zones d'ombrage et en quantité suffisante dans les pâtures. Ça peut être également de sortir plutôt les vaches la nuit à la fraîche ou en l'absence d'ombre, ou pour des animaux qui ne sortent pas. Eh bien, c'est que les animaux, en fait, ils passent leur temps en bâtiment, mais dans un bâtiment qui soit adapté, donc avec une ventilation naturelle qui a été travaillée et où ils puissent se sentir dans de bonnes conditions. Et il faut savoir que dans une prairie sans ombre, on peut ressentir jusqu'à 10 degrés de plus. Donc le quatrième point, ça va être de venir réduire le rayonnement direct et indirect. Donc le rayonnement direct, ça va être celui qui va être fait par le soleil via les ouvertures, donc en lompant ou en pignon. Et le rayonnement indirect, donc ça va être via la toiture, par les translucides, par l'effet de chaleur sous les toits, par les matériaux de bardage et également via l'environnement du bâtiment, donc avec la réverbération ou l'emmagasinement de chaleur qui va être restitué le soir. Donc le rayonnement direct, ce qu'il ne faut pas, c'est avoir du rayonnement qui va venir taper directement sur les fourrages ou sur les animaux, sur les aires de couchage. Donc comme vous voyez à l'écran sur du fourrage, sur les logettes, sur des aires paillées, qui va faire que les animaux ne vont pas fréquenter ces zones-là et vont aller s'attrouper dans les zones qui sont plutôt à l'ombre. Donc pour limiter cela, il est important de prévoir des avancées de toit ou des voiles d'ombrage pour venir créer des zones d'ombre. Pour des bâtiments neufs, il va être important de réfléchir à l'orientation du bâtiment pour limiter ce rayonnement. Pour le rayonnement indirect, donc celui qui va être fait ici en toiture, l'idée c'est de réduire le nombre de translucides en toiture, donc on va être de l'ordre de 3 à 4% maximum, voire pas du tout de translucides. Privilégier les translucides plutôt sur des surfaces qui sont moins rayonnantes, donc orientées à l'est et au nord. Et dans certains cas, on va aussi pouvoir venir peindre les translucides par l'intérieur avec de la peinture blanche de type cériste, peinture d'ombrage. Donc vous voyez ici à l'écran un exemple de avant-après peinture des translucides. On voit qu'on vient limiter les zones de rayonnement direct. Il faut savoir que sous des translucides, on va avoir une température ressentie qui va être de plusieurs degrés supérieure à la température sous les fibros classiques. Et avec la peinture des translucides, on peut venir réduire la température ressentie de l'ordre de 10 degrés, ce qui est très important. Pour le rayonnement indirect, ça va être aussi la sensation de chaleur sous des toitures qui vont être basses. Donc pour limiter cela, on peut venir isoler les toitures. Donc ça va être plutôt sur des toitures basses et des pans orientés au rayonnement, donc sud, ouest et sud-ouest. Et on va avoir des gains possibles de ressenti de température jusqu'à moins 2 degrés. Le rayonnement indirect, ça vient également de l'environnement du bâtiment. Donc pour éviter d'avoir de la chaleur qui va provenir de l'environnement, donc par la réverbération ou par la restitution de chaleur en fin de journée qui a été emmagasinée toute la journée par les zones bitumées ou enrobées, on va privilégier des zones enherbées aux abords de la stabulation. Donc le cinquième point, c'est l'amélioration de la ventilation naturelle. C'est trop souvent une étape qui est sautée et qui pourtant est très importante. Et là-dessus, il existe vraiment une palette de solutions importantes pour pouvoir adapter son bâtiment. Et l'objectif ici, en fait, c'est d'aller ouvrir plutôt en partie basse, donc pour apporter de la ventilation sur le flanc de l'animal, donc en période estivale. Et c'est également important de pouvoir installer en fait des bardages qui soient amovibles pour qu'on puisse bien évidemment les refermer plutôt sur les périodes hivernales et qu'on ait une ventilation qui marche en fait en toute saison. Donc vous voyez à l'écran, donc il y a des exemples donc, de trappes amovibles, de trappes coulissantes, des bardages coulissants ou également des bardages guillotines. Donc ça peut être soit réalisé en autoconstruction ou certains constructeurs aussi qui en proposent.
Ici, vous avez des exemples de volets, donc voilà, de façon classique, comme on pourrait trouver sur une maison. Et également des bardages pivotants, donc qui sont assez intéressants sur des façades où ça rayonne, puisqu'en fait, ils permettent de venir ventiler, également de protéger du rayonnement. Donc ça peut être facilement adapté et adaptable sur des façades plutôt exposées sud ou ouest. Ici, vous avez l'exemple de filets brisants. Donc ça, voilà, c'est des matériaux qui commencent à être assez répandus en élevage. Donc il est important, dans la mesure du possible, de privilégier le double enroulement, puisqu'en fait, on va plutôt aller chercher à ouvrir en partie basse l'été, donc pour apporter de la vitesse d'air sur l'animal, et plutôt en partie haute sur la période hivernale, pour pouvoir assurer un minimum de renouvellement d'air et de couper les éventuels courants d'air qu'on pourrait avoir. Et donc l'idée avec les filets brisants, en fait, c'est de pouvoir l'ouvrir au plus possible dès que les conditions le permettent. Et sur ce type de matériaux, il faut également penser à installer sur de la conception neuve des débords de toiture ou un voile d'ombrage lorsqu'on est plutôt sur de la rénovation de l'existant. Donc plutôt sur les façades qui sont exposées au rayonnement, parce qu'on peut vite se retrouver avec du rayonnement à l'intérieur du bâtiment, et c'est absolument ce qu'on cherche à éviter. Donc au niveau de la conception des charpentes, donc sur l'extension, dès qu'on prévoit en fait des extensions sur des bâtiments assez larges, donc dès qu'on dépasse les 20 mètres, il est important en fait de prévoir des décalages de toiture, donc d'1 mètre minimum, pour pouvoir assurer en fait un relais de ventilation et apporter de l'air frais dans le bâtiment. Et sur les bâtiments neufs, il y a 3 options de types de charpentes différentes qui existent et qui sont assez intéressants en termes de ventilation. Donc la première, ce sont les toitures chapelles. Donc là, on a des décalages de toiture sur les 2 côtés du bâtiment, et ça permet vraiment d'apporter de l'air et d'avoir un renouvellement d'air. On a les charpentes en toit d'usine, donc c'est une succession en fait de monopentes, et de la même manière, ça permet d'apporter de l'air frais dans le bâtiment et d'assurer vraiment une très bonne ventilation. Ça, c'est des bâtiments qui marchent relativement bien. Ou alors des charpentes accolées, donc là en fait on vient coller 2 bipentes pour casser notre largeur, et en prévoyant donc un décalage de toiture, et ça permet également d'apporter du coup un relais de ventilation et de pouvoir vraiment faire travailler notre effet vent dans le bâtiment. Donc une fois toutes ces étapes vérifiées, si le bâtiment est mal exposé, très large, que la ventilation naturelle n'est pas possible, qu'elle se fait mal, on peut envisager l'installation de ventilation mécanique. Donc l'idée, c'est d'aller venir chercher de l'air extérieur qui est frais, l'amener dans le bâtiment, sur le dos des animaux, et de faire sortir l'air vicié à l'extérieur. Donc on va avoir 2 types de ventilateurs, des flux horizontales et des flux verticales. Donc l'objectif à chaque fois, c'est d'apporter des vitesses d'air, c'est de réduire l'impact du stress thermique et améliorer le renouvellement d'air. Donc l'idée, c'est d'avoir des vitesses d'air de l'ordre de 1 mètre seconde sur le flanc des animaux. Attention à ne pas sous-dimensionner le nombre de ventilateurs dans un bâtiment, qui pourrait avoir des effets plus néfastes que bénéfiques, ce qui créerait des attroupements de certains des animaux sous les ventilateurs. Donc en seconde intention, et vraiment en dernier point, on peut réfléchir à installer de la brumisation du douchage dans le bâtiment. Donc la brumisation, le principe en fait, c'est d'aller rafraîchir l'air ambiant autour de l'animal, et donc de créer en fait une zone brumisée qui est assez appréciée des vaches. L'inconvénient par contre, c'est qu'on va venir augmenter en fait le taux d'humidité dans le bâtiment, et donc en Normandie, on a déjà des taux d'humidité élevés, c'est pas forcément les solutions les plus adaptées. Et après, l'inconvénient aussi, c'est qu'on peut créer des rassemblements d'animaux, des attroupements en fait sous ces zones qui sont assez appréciées des animaux, et ça nécessite aussi un entretien régulier, parce que les bus peuvent vite se boucher. Ensuite, on a le douchage, donc couplé à de la ventilation qui existe. Donc ça, on vient ici vraiment mouiller l'animal, et donc ensuite ventiler, et c'est ce principe en fait le fait de le mouiller et coupler à la ventilation qui va permettre en fait d'évacuer les calories de l'animal et de venir le rafraîchir. Donc là on va vraiment chercher en fait à baisser sa température corporelle, et l'inconvénient de ce principe là, c'est que certains animaux peuvent ressentir un petit peu une gêne parce qu'on vient des fois un peu mouiller la tête. Voilà. Donc pour conclure, voici donc les 7 étapes qu'on vous propose pour limiter le stress thermique dans votre bâtiment, avec en vert donc les 5 actions prioritaires, et une fois celles-ci vérifiées, en orange les actions secondaires. Donc si vous avez des questions, des problématiques dans votre bâtiment, que ce soit en vache laitière, en vache allaitante, en nurserie,
n'hésitez pas à contacter le service client qui vous mettra en relation avec les conseillers bâtiments de Littoral Normand qui pourront vous accompagner, que ce soit dans l'adaptation de l'existant ou dans un projet neuf. Donc pour conclure, le stress thermique a un effet néfaste sur les animaux. Ça a des conséquences néfastes, donc ne négligez pas le bien-être de vos vaches. Merci à vous.